Alors que la quasi-totalité des pays du Pacifique Sud sont devenus indépendants, la France garde jalousement ce qu'elle appelle encore les territoires d'outre-mer, Wallis et Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie. En 1853, le pays kanak est entré tout entier sous la juridiction française. Au début des années 1900 et jusqu'en 1946, les Kanaks sont soumis au régime de l'indigénat, frère jumeau de l'apartheid. Les Kanaks sont dépossédés de leurs terres au profit évident des colons qui se renforcent et deviennent de plus en plus nombreux, aidés en cela par la circulaire Mesmer de 1972. Les Kanaks sont exclus de la vie sociale et économique du pays. Dans le cadre des lois françaises, rendues applicables en Nouvelle-Calédonie par la volonté du peuple français, les tribunaux présidés par des juges français constituent quotidiennement un des moyens de répression du peuple colonisé. Dégagez de là! Vous allez dégager de là, quoi. Vous savez pas, Père Napoléon a dit que c'est interdit de faire la marche. Regardez ce bon dessin. Jusqu'à 3. Jusqu'à 3. Je coche jusqu'à 3, vous êtes plus là. 1, 2, 3. Chargez. Lorsque je suis allé il y a presque 20 ans pour défendre les premiers militants qui osaient non pas tant demander l'indépendance, mais dire simplement que leur dignité et que leurs droits essentiels soient respectés, je me suis trouvé en face d'une justice qui était telle que son premier acte à cette justice a été de m'interdire d'exercer mes droits d'avocat. Une pression énorme est exercée sur la population kanak en brousse. Je ne parlerai que de la brousse. Une pression énorme à plusieurs niveaux. D'abord, une pression que je pourrais qualifier économique. Sur la côte Est, Guadeloupe, je viens de résider 6 semaines, il manifeste que les autorités locales s'efforcent, je dirais grossièrement, d'acheter les indépendantistes, de les détourner de leur combat. Par-dessus, on m'a proposé de m'acheter une voiture si je donne des renseignements. Alors moi j'ai toujours refusé. Mais c'est toujours la même proposition que... Donc une pression économique, une pression militaire bien plus grande encore. Cette pression militaire, elle est visible chaque jour. Elle a augmenté considérablement même depuis le mois d'août, si vous voulez. Après le référendum, on aurait pu penser que la pression militaire allait légèrement baisser. Bien au contraire, elle a augmenté. Qu'est-ce qui s'est passé depuis l'arrivée des militaires ici au milieu de la tribu? On a fait une réunion avec le conseil des anciens et on a convoqué le capitaine avec le lieutenant qui est derrière la caméra. Et la décision du conseil des anciens était que le conseil des anciens n'était pas d'accord qu'il s'installe ici. On avait vu il y a juste quelques minutes le capitaine de la gendarmerie. Selon le capitaine de la gendarmerie, la tribu est divisée, la moitié accepte la présence des militaires, l'autre moitié ne l'accepte pas. Qu'en pensez-vous? La position du capitaine, enfin ce qu'il vous a dit, n'était pas vrai, quoi. Ici, les gens ils sont tous là. Le conseil des anciens s'est réuni et tout le monde était d'accord comme quoi ils partent.
Nomandisation, c'est une technique militaire qui a déjà été pratiquée en Algérie. En Algérie, l'armée française a déjà pratiqué cette méthode. Ça consiste à implanter un camp militaire le plus près possible de la population visée. En l'occurrence ici en Nouvelle-Calédonie, ce sont les populations kanak. Alors sur la côte ouest, la situation est encore pire puisque dans le cadre des opérations de gendarmerie qui mènent l'enquête pour rechercher les assassins présumés de 2 gendarmes à Tiaoué le 30 septembre dernier, dans le cadre de ces opérations de gendarmerie ont été commises quantité d'exactions. Plusieurs maisons ont été brûlées à Tiaoué et à Nichara. Plusieurs personnes ont reçu des coups, ont été tabassées dans les commissariats, et ces personnes étant sommées de livrer les présumés coupables. D'autres jeunes gens ont été même montés dans des hélicoptères et un revolver sur la nuque, menacés d'être précipités du haut de l'hélicoptère s'ils ne désignaient pas la zone où pouvaient se trouver les présumés coupables. Autour de la tribu de Tiaoué, pendant environ un mois, des pièges incendiaires ont été installés pour éviter que les gens ne sortent de la tribu et donc pour les avoir sous la main, si vous voulez. Des écoles ont été occupées, des maisons ont été saccagées et la pression est devenue si grande que, bien évidemment, la population s'est repliée sur elle-même et est dans une situation, si vous voulez, de résistance permanente. Oui, ils m'ont embarqué, ils m'ont amené à la gendarmerie. Après, on est arrivé à la gendarmerie, ils m'ont dit si je pouvais montrer les endroits où les filles se cachent. Et après, ils ont dit je ne peux pas savoir parce que moi je ne suis pas avec eux, je ne parle pas avec eux pour voir exactement où ils restent. Et après, ils m'ont dit mais si c'est comme ça, on va t'emmener en hélico. Mais tu es obligé de nous montrer, parce que sinon, on arrive à 500 mètres, on va te lâcher de l'hélico. Après, un moment après, l'hélico est arrivé, ils m'ont embarqué. Après, ils m'ont sur les pics là, puis sur les pics en haut, là où les 2 gendarmes ont été tués. Là. Puis après, ils m'ont dit mais tu sais bien l'endroit. Puis ils ont dit non, je ne sais pas. Ils ont dit mais voilà, là c'est ouvert la porte de l'hélico. Si tu ne dis pas, on va te lâcher. Khalifou, il n'y a pas très longtemps, bien nous avons assisté à une action qui est quotidienne en Grande Terre. C'est quand ils chassent les gens, ils rentrent dans les cases, ils sortent les femmes, les enfants, les vieux. Et le système classique, c'est de les coucher par terre avec le pied sur le cou et le canon du fusil sur la tempe. Bon, c'est devenu pour nous des spectacles pratiquement quotidiens. Quel que soit là où on se trouve, je disais tout à l'heure à un ami que pour les Kanaks actuellement, dans le territoire, nous vivons l'état de guerre. On va partout, dans les tribus, vous avez un camp de militaires. On va dans les villages, vous avez un camp de mobiles. À tel point que, je veux dire, le type qui va aller faire pipi derrière le côtier, vous allez trouver un mobile. La justice, je dirais, s'exprime d'une manière que nos pères ont connue. Je vous signale que ma tribu a été brûlée 2 fois déjà, depuis le début de la colonisation. Et si dans ce dernier verdict rendu, j'ai 2 de mes frères qui sont concernés, qui ont été tués, en 1917, la mère de mon père a été aussi tuée par les militaires et la tribu rasée. Et les hommes de la tribu, parmi lesquels mon grand-père, ont été envoyés à Nouville en prison. Et puis les femmes et les enfants, parce que le village a été brûlé, ont été installés à la chefferie Borat de Henken.
Et c'est cela la fatigue. La fatigue devant ce, je dirais, peut-être ce malheur, ce destin de victime que nous avons depuis un siècle. Enfin, je dis depuis un siècle parce que nous connaissons mieux cette histoire depuis un siècle. Ici aussi, quand il s'agit des émigrés, des Beurs, des Portugais ou autres, la justice a plutôt tendance à être plus sévère à l'égard des émigrés qu'à l'égard des Français. Bon, mais chez nous, c'est nous qui sommes chez nous. Est-il paradoxal de parler de justice lorsqu'on parle de justice coloniale, comme nous soutient M. Jean-Jacques de Félix, vice-président de la Ligue des droits de l'homme? Nombre d'affaires amènent à se poser de la question, du meurtre de Pierre Declercq au massacre de Yengen, en passant par les morts des jeunes Tual et Fels, et par les différentes instructions qui ont suivi, les unes se perdant dans le dédale de la raison coloniale, les autres aboutissant en quelques jours à des arrestations. Est-ce que vous pouvez nous dire qui était Pierre Declercq et replacer son assassinat dans la situation politique du moment? Oui, bon, moi j'ai connu Pierre Declercq en tant que syndicaliste d'abord, parce qu'il était à la création du syndicat où j'étais à l'époque, dans la branche enseignant. Moi je travaillais au Nickel, lui était dans la branche enseignant. Et je l'ai connu ensuite comme élu de l'Union calédonienne, donc à l'Assemblée territoriale, et comme camarade du même parti que moi, parce qu'à l'époque je militais à l'Union calédonienne. Et effectivement, je connaissais l'homme politique et l'homme syndical, et c'était un militant très, très pur et dur, si on peut dire, quoi, très à même de ses idées, et qui les défendait fermement. Un militant chrétien de gauche, on peut dire, contre la violence. Et son assassinat nous a abasourdis tous. Je connaissais bien sa femme aussi, Maguette Declercq. Et ça a abasourdi tous les militants progressistes blancs d'une part et tous les militants kanaks d'autre part. Ce qui a fait qu'il y a une réaction quasi immédiate entre le 19 et le 24 septembre avec des barrages dans les régions de Thio, de Kanala, sur toute la Grande Terre et les îles de la part des Kanaks. Et il y a eu des grèves que nous avons lancées de protestation à Nouméa. Notamment nous avons bloqué le Nickel, nous avons bloqué le port, nous avons fait des grèves partout, nous étions implantés, de protestation contre cet assassinat qui a apparu vraiment comme quelque chose de monté par l'extrême droite ou par on ne sait qui, parce que personne n'a encore avoué à ce jour. Mais c'est clair que Pierre Declercq a payé pour ses idées. Il se battait sur des idées uniquement. Jean-Jacques de Félix. J'ai bien connu Pierre Declercq parce qu'il est venu fréquemment ici à Paris, au milieu d'une délégation, soit du Front indépendantiste lorsqu'il a été constitué, soit ensuite au sein d'une délégation du FLNKS. Et ce qui m'a toujours frappé lorsqu'il venait au siège de la Ligue des droits de l'homme pour avoir des contacts avec des partis politiques, avec des syndicats, c'est la clarté de son exposé, la détermination très sûre qu'il manifestait, et en même temps son très grand esprit de solidarité avec les Kanaks, car il était généralement au milieu de cette délégation, l'Européen qui était porte-parole en même temps des indépendantistes, et c'était frappant de voir à quel point il était écouté et reconnu par nos amis Kanaks. D'ailleurs, à cette époque-là, avant le 81, avant l'élection de François Mitterrand, il y avait beaucoup de blancs à l'Union calédonienne, beaucoup de blancs progressistes, des syndicalistes, des broussards, ce qu'on appelle. Cette proportion a diminué de façon assez importante, dans la mesure, effectivement, il y a eu la mort de Pierre qui nous a tous un peu abasourdis. C'est pas que nous avons eu peur spécialement, mais après nous avons eu des sérieuses menaces. Moi je l'ai vécu dans ma famille et tout, ma maison a été brûlée, ma voiture, etc. Jamais personne n'a été inculpé ni arrêté. Je me suis fait tirer dessus à une période plus tard, on en reviendra peut-être tout à l'heure. Bon, c'est évident qu'être militant blanc pour les Kanaks là-bas, c'est une situation très difficile. Nous sommes allés rencontrer Maguette Declercq, la veuve de Pierre Declercq, dans la banlieue lilloise. Il
y a beaucoup de choses qui ont été complètement négligées. Dès le premier jour, les gendarmes ont carrément, enfin, c'était les avocats qui nous avaient dit ça, tout a été fait pour que le peu d'éléments matériels qu'il aurait pu avoir sur cette affaire disparaissent dès le début. Et de cette façon, s'il n'y a pas d'éléments matériels, ensuite l'enquête ne peut plus reposer sur rien, quoi, hein. Et pour dire un peu l'état d'esprit, l'un des gendarmes qui sont venus faire les premières constatations, on dit dans la chambre même où Pierre avait été tué, il était encore là, mais c'est de sa faute, il n'avait qu'à pas s'occuper des Kanaks. Donc vous avez parlé de menaces faites auprès des juges. Oui. Vous pouvez préciser ces menaces? Oui, le juge Crézé donc, avait un jour, quand il était en fin de séjour, tous les 3 ans ils sont renouvelés, hein, donc les juges, et en fin de séjour, il aurait pu redemander un deuxième séjour comme le font couramment les fonctionnaires, et il a dit non, je préfère partir parce que j'ai eu des menaces de mort. Il faisait partie d'un club de plongée sous-marine et on lui avait dit que s'il allait trop loin dans ce dossier, eh bien un accident était vite arrivé. Et finalement, il a préféré partir. Ensuite, c'est un deuxième juge donc, qui a pris cette affaire. Je ne me souviens plus du nom du deuxième, mais vu les menaces qu'il y avait eu sur le juge Crézé, il m'a convoqué un jour et puis il m'a dit je n'ouvrirai pas ce dossier. Et après, c'est le juge Semur qui a pris le dossier en main. Alors là, il a commencé par faire du cinéma, par dire que ce dossier lui tenait à cœur, qu'il allait vraiment aboutir à quelque chose. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que pendant que Semur a eu le dossier en main, il a convoqué Capuano, qui se trouve être un agent de la DST, et il lui a fait, avec lui, Capuano a dit que tout ce qu'il avait dit au début c'était faux. Donc finalement, maintenant, le dossier est complètement vide. Parce que le comité Pierre de Clercq a été créé en avril 82, donc 6 ou 7 mois après l'assassinat. Il faut dire qu'au début, sitôt après l'assassinat, et avec le juge qui était à l'époque, et puis enfin c'était le début du gouvernement socialiste, on a cru vraiment aux promesses qui avaient été faites, c'est-à-dire que la justice allait tout mettre en œuvre pour trouver les coupables et faire la vérité. Et on y a cru. On l'a cru pendant plusieurs mois. Jean-Jacques de Félis, pouvez-vous nous parler de l'instruction qui a suivi l'assassinat de Pierre de Clercq? C'est assez facile. Un présumé coupable a été interpellé. Il y a eu une campagne de presse et un comité de soutien qui se sont manifestés de la façon la plus bruyante à Nouméa, comme s'il était scandaleux de pouvoir faire juger le suspect qui avait été arrêté. Ce suspect a été remis en liberté au bout d'1 an. Et puis, depuis l'époque de l'assassinat, l'instruction n'a plus avancé et cette affaire est, comme beaucoup d'autres, dans une ornière judiciaire, policière. Il est pour nous évident que nous n'irons pas plus loin dans la recherche de la vérité et les assassins de Pierre de Clercq resteront dans l'impunité. Et c'est malheureusement, une fois de plus, cette justice à 2 vitesses que nous dénonçons constamment. En définitive, le jeune tueur a été tué après avoir, lui et son père, déchargé, selon leurs propres termes, leurs fusils sur des adversaires supposés qu'ils entreraient. Lorsqu'un Européen est abattu, tout de suite, il faut arrêter un suspect kanak, même si on n'a pas les preuves, quoi. On l'arrête, on l'incarcère. Systématiquement, la gendarmerie veut avoir, sinon le dernier mot, en tout cas le premier mot, c'est-à-dire on arrête. On arrête quelqu'un et on le déclare coupable, et la presse s'en fait largement écho.
Bon, ensuite, l'instruction est menée, tant bien que mal, s'enlise, débouche ou ne débouche pas sur un procès, peu importe. L'objectif numéro 1 de la gendarmerie, c'est toujours de montrer qu'ils sont maîtres de la situation. Donc ils arrêtent souvent n'importe qui, comme dans l'affaire de Koné, dont on parlera peut-être, des 2 gendarmes tués à Tiaoué le 30 septembre 1987, comme dans l'affaire Tual, et comme dans quantité d'autres affaires, on arrête, on inculpe, et on annonce à la presse qu'il y a eu des aveux. Et très souvent, ça ne correspond pas à ce qui est dans le dossier d'instruction. De Charles Moindou, qui est inculpé pour l'affaire de Tual, qui avait été tué juste la veille de la mort d'Éloi Machoro. Bon, sur dénonciation, il a été arrêté et inculpé. Il a toujours nié, donc ça fait 2 ans et demi qu'il est en prison. Et il est isolé. Il est complètement isolé des autres. Il ne fait pas de promenade avec les autres. Il est enchaîné dès qu'il sort de sa cellule. De plus, au niveau de l'enquête, on a su qu'il y a eu des confrontations qui ont été faites avec ceux qui l'avaient dénoncé, et toutes ces confrontations sont négatives. En janvier 1985, Éloi Machoro et Marcel Menaro sont tombés sous les coups de feu de la gendarmerie. Ce procès est donc ouvert, l'instruction est ouverte depuis cette date. Un certain nombre d'actes ont été faits dans cette instruction. Ils ont été d'ailleurs rendus publics. Alors, je ne violerai aucun secret que de reprendre des articles de presse. Et je rappelle à ce propos-là que l'expertise balistique a conclu au fait que les armes utilisées ne pouvaient servir qu'à tuer et en aucun cas à neutraliser. Que l'ensemble des informations données par certains éléments de la gendarmerie étaient manifestement inexactes et qu'en réalité, tout laissait supposer dans le dossier qu'il y avait eu une opération déterminée de certains à un certain niveau pour exécuter Éloi Machoro et Marcel Menaro, entre autres. J'observe qu'à ce jour, aucune inculpation n'a été prononcée à l'encontre des responsables. Éloi Machoro et Marcel Nonaro n'étaient pas en position de tir, ils ont été abattus et l'instruction est toujours en cours. Mais ce que je sais, c'est qu'un gendarme qui avait participé à cet environnement autour de la ferme où était Éloi Machoro a parlé d'une sorte de décision qui avait déjà été prise la veille d'abattre Éloi Machoro. Et il a confirmé que pour lui, il était évident que ces 2 hommes avaient été tués sur ordre. Je pense tout à fait important que l'instruction de l'affaire Machoro, qui est quasi stationnaire depuis janvier 1985, et bien que cette instruction soit confiée à un juge de Paris ou de la métropole, parce qu'on ne peut pas considérer que la découverte de la vérité, que la recherche même de la vérité soit faite selon toutes les règles si l'affaire reste à Nouméa. Voilà ce que je veux dire, et je peux rappeler à quel point cette affaire est significative pour le peuple kanak, parce que si une fois de plus le peuple kanak a le sentiment que chaque fois qu'il est victime d'un attentat, et souvenez-vous de ce fait que Pierre de Clercq était secrétaire de l'Union calédonienne, que Éloi Machoro était secrétaire général de l'Union calédonienne, qu'au moment de l'affaire de Tiendanit, ceux qui ont organisé ce guet-apens pensaient que Jean-Marie Tchibaou allait passer à cet endroit-là et donc allait être assassiné. Chaque fois, le peuple kanak peut être victime d'un assassinat de cette sorte, et puis malheureusement, il voit que la justice ne fait rien, que la justice ferme les yeux. C'est tout à fait important pour le peuple kanak que justice lui soit rendue dans cette affaire Machoro comme dans les autres. Qu'il existe 2 justices. Une justice
pour les Kanaks et une autre pour les Européens. Par exemple, le RPCR a tenu une réunion à Thio, à la fin de laquelle il y a eu une manifestation dans le village avec des fusils, des slogans, des insultes vraiment provoquants. Donc il y a eu 32 Kanaks qui ont été inculpés et incarcérés comme ça, sans preuve, sans enquête. Ils ont été arrêtés, incarcérés au camp Est. Côté RPCR, il n'y a rien eu, ni arrestation, ni, ils n'ont pas eu d'embêtement. Pourtant, on a entendu des coups de fusil. Pourtant, ils étaient armés. Ils étaient armés. Pendant cette manifestation. Pendant la manifestation, ils étaient armés. Et ils n'ont pas été inquiétés. La réunion du RPCR à Thio le 15 décembre 1986 a donné lieu à des incidents graves, débouchés sur la mort d'un jeune Caldoche dénommé Fels. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette réunion a eu lieu au moment où, à Paris, Jean-Marie Tjibaou et une délégation du FLNKS s'apprêtaient à rencontrer Jacques Chirac. Et qu'on peut penser que les événements de Thio ont été provoqués pour couper court à toute possibilité de dialogue entre le gouvernement de l'époque et Jean-Marie Tjibaou. Alors qu'est-ce qui s'est passé sur le terrain? Une réunion du RPCR avait été prévue à la mairie de Thio. Le maire de Thio, Padika, FLNKS, Louis Mapéry, avait donné l'autorisation au RPCR de se réunir à Thio. C'est important de le dire, parce que ça fait preuve d'un esprit d'ouverture qu'on ne trouve pas toujours justement chez les anti-indépendantistes, dans notre sens. Donc Louis Mapéry avait donné l'autorisation, avait prêté la salle de la mairie. Et les gens sont arrivés de Nouméa pour cette réunion RPCR. Leurs voitures n'ont pas été contrôlées, alors qu'ils étaient explicitement arrivés avec des armes, d'autant plus que quelques jours avant, le haut-commissaire de la République, M. Montpezat, avait réautorisé la circulation des armes, le transport d'armes, soi-disant pour l'ouverture de la chasse. Alors, à l'issue de cette réunion, la provocation RPCR a commencé, circulation, manifestation dans les rues de Thio avec des drapeaux bleu, blanc, rouge, inscription raciste et anti-Kanak sur les bâtiments publics, puis attaque de la boulangerie Boulédou, d'un blanc indépendantiste, et de sa famille. À ce moment-là, les comités de lutte Kanak de Thio, Naketi, Kanala, alertés, viennent sur place pour voir un petit peu ce qui se passe. Quelques pierres sont lancées, bien entendu aucune intervention de la gendarmerie, pourtant en nombre, et des coups de feu sont tirés, et bilan de l'opération, un mort du côté Caldoche, donc je ne sais plus son prénom, le jeune Fels, qui avait le juge d'instruction est obligé de reconnaître qu'il était matériellement impossible que le coup de feu soit parti du côté des Kanaks, du côté des groupes de Kanaks, puisque les Kanaks étaient séparés du jeune Fels au moment des faits par plusieurs automobiles, plusieurs voitures. En conséquence, il s'agit d'une provocation absolue, dont on peut imaginer que même les coups de feu qui ont entraîné cette mort soient venus du RPCR lui-même. De Georges Thomeau, qui est, c'est pour l'affaire de Thio, la reconstitution a montré que de l'endroit où il était matériellement impossible qu'il tire sur le jeune Fels qui a été tué, mais il est maintenu en détention. Ça faisait 431 jours en septembre 87. À ma connaissance, il n'est pas encore sorti de prison. Le 30 septembre 87, 2 gendarmes ont été tués dans la tribu de Tiaoué, environ 15 km de Koné. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, nous sommes dans une zone à Koné de colons surarmés, de tensions extrêmement fortes, et où les comités de récupération des terres depuis 4 ou 5 ans avaient obtenu beaucoup de résultats. Donc une tension très forte entre certains grands colons
surarmées et les populations locales, les populations kanaks, et donc un certain nombre de jeunes kanaks s'étaient spécialisés dans le désarmement des colons, c'est-à-dire qu'ils leur chippaient leurs armes, et en laissant même des petits messages ironiques souvent, puisque, et il est vrai, puisque l'État français ne veut pas, et aucun gouvernement actuellement n'a eu le courage de désarmer les colons, ce qui a été demandé de façon pressante par quantité de gens, quelle que soit même quelquefois la couleur politique, c'est-à-dire tous les gens sérieux savent que c'est par là qu'il faudrait commencer, les gouvernements préféraient désarmer les kanaks, bon, ce qui effectivement met deux poids deux mesures et met les kanaks dans une situation extrêmement difficile sur le plan de leur sécurité. Donc un certain nombre de jeunes kanaks étaient spécialisés dans le désarmement des colons. Et c'est dans le cadre d'opérations de gendarmerie visant à arrêter ces jeunes qui étaient donc accusés de vol avec effraction, vol de voiture, etc., que le premier gendarme a été tué à Miami. Et ensuite, il y avait donc une enquête pour essayer de trouver les assassins. On n'avait pas arrêté, on n'a toujours pas d'ailleurs arrêté les gens, les responsables du premier meurtre. Et alors la gendarmerie procède d'une façon massive, puisqu'ils ont énormément de moyens. Ils arrivent à l'aube dans les tribus avec des petits chars, des hélicoptères, des gens avec des gilets pare-balles, à Montfou, etc. Et c'est dans ce contexte que, sans qu'il y ait témoins d'ailleurs, on a très peu d'éléments, que deux gendarmes ont été tués. Et puis les responsables, les assassins présumés, se sont sauvés. Et le pays, depuis donc, le 30 septembre 87, vous voyez, ça va faire quand même plusieurs mois, le pays depuis est non seulement quadrillé, mais complètement investi par l'armée et la gendarmerie. Convois militaires, campements de militaires et de gendarmes dans chaque tribu, fouilles systématiques des cases, fichage des gens, tabassage des gens, interrogatoire, ils ont interrogé tout le monde, donc toutes les personnes, ils les amènent à la gendarmerie, ils leur donnent quelques claques ou quelques coups de bâton, ils les interrogent, etc. Et donc il y a un climat qui règne dans la région de Koné, qui est un climat de guerre, avec... Alors les choses ont été plus loin, la tribu Tiaoué, où les gendarmes ont été tués, a vu certaines de ces cases ont été brûlées, les écoles ont été investies par l'armée pendant une longue période, on leur avait même coupé l'eau à un moment, on avait encerclé la tribu avec des pièges incendiaires pour empêcher les gens de sortir de la tribu. Les gens, pendant une période, on leur a retiré leurs outils de jardinage, on ne leur cédait leurs outils de jardinage qu'avec, on faisait un pointage, c'est-à-dire vous partez pendant une heure à tel endroit, ensuite on contrôle que vous êtes revenu une heure plus tard, saccage des maisons, humiliation permanente, de telle sorte, à tel point qu'il est bien évident que là, l'armée française et la gendarmerie française a construit, a consolidé un bastion indépendantiste qui était déjà assez costaud, mais alors là, je dois dire que, d'après les dernières nouvelles qu'on a reçues, les gens font bloc avec les présumés assassins des gendarmes. Ces gens sont toujours, paraît-il, dans la région et n'ont toujours pas été arrêtés. Alors, l'exaspération des gendarmes était telle qu'ils ont arrêté un jeune qui était coupable de vol, de simple vol, qu'ils l'ont frappé et torturé de telle sorte que ce jeune a fini par avouer un crime qu'il n'avait pas commis. Il s'appelle Lazare Nendoumeïna, on peut trouver une de ses lettres publiées dans le dernier numéro de l'Avenir calédonien, donc le journal de l'Union calédonienne, et Lazare a été arrêté et inculpé du meurtre des gendarmes, alors qu'il n'était même pas sur les lieux, il n'est pas de la même tribu, il n'était pas là. Raconte-nous comment ça s'est passé. Ben, comment ça est arrivé là. Puis d'ici, on a regardé le barrage qui était en travers. Là. L'eau commençait à ralentir la voiture. Puis nous, on suivait toujours par derrière. Tu arrivé juste en face du barrage, enfin, le tronc cocotier. Puis
Là, les mecs ont commencé à tirer. Mais tirer coup sur coup, hein. Des rafales. C'est là que des mecs dans la voiture puis sauter. Courir en bas, courir partout dans le plaine. Mais il y avait déjà des mecs qui étaient placés là. Puis après, les mecs sont venus vérifier, éclairer la figure de la bête. Moi, j'étais couché, je fais semblant d'être mort. Puis après, ils sont descendus donner la main aux mecs en bas pour fouiller les mecs, puis bien achever les mecs en bas dans le plaine. C'est là qu'il n'y a personne à côté de la voiture, il n'y a personne là au talus, parce que les mecs sont tous descendus. C'est là que moi, je puis sortir de la voiture. Je suis passé là, sur le bord du machin, la barrière. Puis c'est là que je vais rentrer dans les cafés là-bas. Les mecs, après, ils ont amené de l'essence. L'essence, et puis il y avait juste Tarsis qui était dans la voiture. L'autre qui était touché au colonne vertébrale, puis il sortit à Pascal. Il était couché là, les mecs ont achevé là. Puis les mecs sont venus, ils ont mis l'essence dans les deux voitures, enfin partout dans les voitures, et puis après ils ont boulé les deux voitures. Puis Tarsis, il était boulé dedans. Qui sont encore renouvelés quand on a su le verdict du procès, comme quoi ces gens avaient été acquittés alors qu'ils étaient reconnus coupables et qu'ils ont avoué eux-mêmes. On a même vu un truc extraordinaire, c'est-à-dire des gens formaient un comité de soutien pour les assassins, comme ils avaient fait pour l'assassin présumé de Pierre de Clercq. Là, ils ont fait un comité de soutien à des assassins reconnus, cette fois qu'ils avaient reconnu eux-mêmes qu'ils avaient tourné l'embuscade. Un comité de soutien s'est créé pour les Mitride et la Petite, qui sont des métis, dirigés en plus par des familles réactionnaires comme la famille Vanal, qu'on connaît bien pour ses idées d'extrême droite. Et puis tout un tas de gens fascisants de Nouméa. Et quelles ont été les activités de ce comité de soutien en parallèle de la justice et de l'instruction? Intervention auprès du haut-commissaire, colis copieux aux prisonniers, visite aux prisonniers, qui d'ailleurs avaient des régimes un peu de faveur là-bas par rapport au Kanak. Nous avons appris ça par la suite, pendant la réculpation. Est-ce qu'il y a eu des pressions sur la justice? C'est tellement lié, en Nouvelle-Calédonie, c'est tellement lié, la justice et la police, et qu'on peut se demander s'il n'y a pas eu des pressions aussi sur la justice. Évidemment, c'est difficile à prouver, mais quand on connaît le contexte là-bas, la situation, c'est pas du tout impossible. Et auprès des autorités politiques aussi, du Haut-Commissariat représentant la France là-bas. La décision d'acquittement qui est sortie des débats n'est pas, à notre sens, le simple fruit d'une décision des jurés, le simple fruit d'une décision populaire. Elle résulte, à notre sens, d'une logique qui est la logique judiciaire en Nouvelle-Calédonie, et cet acquittement a été en quelque sorte balisé par les différentes péripéties judiciaires qui l'ont conduit devant la cour d'assises. C'est ainsi que nous avons dû déplorer que des pièces qui n'avaient pas été mises sous scellé ni récupérées par les gendarmes et par le juge d'instruction lui-même lorsqu'il s'était rendu sur les lieux de la tuerie à Yengen, et qui avaient été ramenées au palais de justice de Nouméa par notre confrère Gustave Théot, et disparu. Quant à Raoul Le Petit, qui était à la tête du commando, il vient de recevoir, tel un chasseur de primes, 55 millions de centimes de l'État français à titre d'indemnité. Si tous ces événements ont retenu l'attention des médias en France, nombre d'autres ont eu lieu en Nouvelle-Calédonie. Mais ceux que nous venons d'évoquer, par les aspects presque caricaturaux des suites judiciaires qu'ils ont eues, mettent à jour une situation qu'il peut sembler vain de vouloir décrire. De 84 à 86, plus d'une cinquantaine d'attentats anti-indépendantistes seront perpétrés en Nouvelle-Calédonie. Les actes criminels viseront soit des bâtiments officiels, comme les plastiquages du palais de justice de Nouméa en mai et décembre 85, soit des organismes Kanak, comme l'incendie du centre culturel Kanak ou les destructions de l'office foncier en septembre et novembre 85.
Ces attentats cherchent à intimider aussi des militants européens du FLNKS, comme les plastiquages de leurs maisons, de leurs voitures, ou les destructions d'entreprises ou magasins appartenant à des personnes suspectées de sympathie indépendantiste. Et je pourrais multiplier les exemples, encore une fois, aucune poursuite n'a été soit engagée, soit n'aboutit en ce qui concerne des attentats ou des violences manifestement commises par des militants anti-indépendantistes. Bonjour monsieur. Messieurs, bonjour. Une télévision australienne. Oui. On peut vous demander qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Tout ce que je peux vous répondre, c'est que nous pensions que vous étiez que ces gens-là étaient sur la chaussée, tout simplement. Et là, qu'est-ce que vous pensez que ça va se passer là? Je pense que ça va rester dans le calme, tout simplement, sans plus. Je vous demanderai, s'il vous plaît, monsieur, d'arrêter votre filmage, n'est-ce pas? He's asking us to stop filming. All right. Ouais, merci. Ça suffit. Yep. Monsieur, contrôle d'identité. Ah oui, les papiers sont... Vous allez me les chercher, s'il vous plaît? Ouais. Mais regardez, quand vous revendiquez vos droits, le droit du peuple qu'on a sur ce pays, ils sont là. Refusez à ces gens-là de s'installer dans les tribus. Rappelez qu'il ne faut pas répondre à la provocation. Exactement. Ils sont en train de... Octave Tenien, responsable de Radio Jido, est même actuellement inculpé. Qu'en est-il de ces affaires? Qu'est-ce qui s'est passé véritablement? Et dans quel climat est-ce que finalement ces radios travaillent? Je pense qu'actuellement, on a 3 affaires au tribunal. Donc, la troisième affaire, donc, c'est cette affaire de diffusion des propos tenus par Jean-Marie Tjibaou au congrès de Yaté. Les journalistes ont été à Yaté et ils ont enregistré l'ensemble des propos tenus par Jean-Marie. Alors là, c'est moi qui assure cette responsabilité-là. Parce que nous avons sélectionné des passages qu'on allait passer à l'antenne. Dans ce fameux passage où Jean-Marie parle des collabos, tout ça. Alors ça, c'est une responsabilité que j'ai pris moi-même, parce que je pensais que c'était important que quelqu'un au moins le dise. On ne le dira pas 2 fois. Mais ce sont des choses qui se disent dans les couloirs, mais il fallait à tout prix que quelqu'un le dise. J'ai été voir Jean-Marie pour lui dire après le dimanche, écoute, j'ai passé les propos que tu as tenus là-haut, je pense que c'est important de les passer. Ça, c'est ma responsabilité de responsable d'association. Donc, à la suite de cette diffusion, donc, j'ai été inculpé. J'étais inculpé au même titre que Jean-Marie Tjibaou et Yémeni Yémeni. Et en ce qui concerne juste les autres, les radios adverses, RRB et RFO, est-ce qu'eux ne sont pas suspects en même temps aussi d'avoir des propos sous le coup de la loi? Je pense que, bon, surtout RRB a tenu plusieurs propos qui devraient normalement tomber sous le coup de la loi. Bon. Je peux prendre un exemple. Lors des événements de Saint-Louis, là où il y a eu la mort du jeune, RAB a accusé le grand chef Théen d'être l'instigateur de tous les événements qui sont passés à Saint-Louis. Donc c'était là une accusation qui était quand même grave. Pour le moment, Radio Jido est plus ou moins neutralisé par le fait qu'on est obligé de faire très très attention à ce qu'on dit. Alors l'autre côté, mais ça va. Dans l'hypothèse des actions que peuvent mener nos adversaires politiques, je pense que ce serait très gênant pour eux de commettre une action contre Radio Jido en tant que telle, c'est-à-dire faire une action de force, rentrer à la station, casser tout. Je ne pense pas. Je ne pense pas
parce qu'ils ont trouvé un moyen beaucoup plus discret, c'est le brouillage. La presse est une protection et la seule protection pour nous aujourd'hui dans notre pays. Quand les fachos, quand les gendarmes, quand les militaires essaient d'intervenir et qu'ils voient un journaliste avec un appareil photo, une caméra, c'est pour nous le salut. Que certains ici présents ont été interdits de publier des journaux. Je peux témoigner que le quotidien que Jean-Paul Bessé, qui préside cette réunion, a créé en Nouvelle-Calédonie il y a quelques années, a été une réussite professionnelle exemplaire. Malheureusement, obligé d'être interrompu uniquement à la suite de pressions économiques locales et des mêmes interdits. Quand je dis ça, je pense aux journalistes qui ont subi des pressions physiques directes. Je pense à Olivier Coué, le correspondant du Matin, qui a été tabassé, qui a été obligé de quitter le territoire pour ne pas mettre la vie de sa famille en danger. Je pense aussi, bien entendu, à Rachid Arabe, qui a été injurié, agressé, obligé de travailler sous la protection de la police. Je pense aux confrères étrangers qui ne peuvent plus retourner en Nouvelle-Calédonie parce qu'on ne leur donne plus les autorisations nécessaires. Je connais une journaliste australienne qui a failli être lynchée à Nouméa, qui a dû son salut à la protection, une fois n'est pas coutume, de deux confrères associés. Il s'agissait d'un envoyé spécial de Libération, d'un envoyé spécial du Figaro. Cette jeune femme, un jour, a envoyé pour un séjour de vacances, seul, son fils en Nouvelle-Calédonie. Et lorsque ce jeune garçon mineur est arrivé à l'aéroport, il a été soumis à une fouille en règle, à un interrogatoire comme l'on en fait subir à certains suspects, à certains malfaiteurs. Je pense aussi aux correspondants qui ont été ceux de mon journal, Frédéric Fillou qui travaille maintenant à Libération, Frédéric Bobin qui travaille encore là-bas et qui ont dû et qui doivent toujours travailler dans des conditions qui relèvent plus de la mission de guerre que du travail que normalement ils devraient pouvoir faire à toute liberté. Donc il y a une menace sur la liberté du journalisme en Nouvelle-Calédonie et sur la liberté de l'information et il faut le savoir, il faut y prendre garde, il faut surtout évidemment ne pas céder à ce chantage, il faut que nous retournions tous le plus souvent possible dans ce territoire. En 1884, 4 ans avant l'arrivée des militaires de l'Afrique, la tribu a été rasée, les gens envoyés en prison. En 1917, même situation. Les gens ont été tués à Tipidier, là, sur la route d'Athéo, jusqu'à Koné. Tués, les hommes envoyés en prison, les résistants, poursuivis, etc. C'est la même chose qui se répète aujourd'hui. L'histoire n'a pas évolué d'un pouce. Si, on a du soutien maintenant en France. C'est notre dernier espoir au niveau de la France. Ce soutien français. Et nous avons aussi ce soutien des pays du Fort. Et nous avons aujourd'hui le soutien de l'ONU, qui sont des soutiens gratuits, mais qui permettent pour nous, qui nous permettent d'avoir un écho, d'avoir des témoins de notre lutte, d'avoir des témoins si un jour on doit aller au génocide. Tous les votes, c'est-à-dire que tous les référendums, c'est-à-dire que toutes les consultations qui se font selon les règles de notre démocratie se retournent contre le peuple kanak, puisqu'il a été mis en minorité sur son propre sol. Il faut constamment rappeler cette vérité. Lorsque j'étais en 3e, je ne savais même pas que je pouvais aller en seconde, tout simplement parce que on pensait qu'on était incapable de suivre les études. Dernièrement, on a constaté que la plupart des gardes mobiles, par exemple, n'ont plus de la matraque réglementaire à la main. Ils ont maintenant des manches de pioche, des gros morceaux de bois, ou des manches de hache. Sur les conditions de vie des prisonniers. Il faut savoir que la plupart n'ont pas l'eau dans leurs cellules. Ils ont simplement un water
et ils boivent l'eau du water. Aussi, c'est même étonnant que les gens passent à Nouméa les problèmes qu'il y a entre les Israéliens et puis les Palestiniens, parce qu'il n'y a aucune différence chez nous. Les gens vivent ça tous les jours. Chaque enfant kanak qui naît, né en opposition, né dans l'agression exercée par votre peuple sur notre peuple. Et il ne peut pas devenir un frère pour vous, dans la mesure où il naît comme les petits Vietnamiens qui sont nés pendant 30 ans ou 60 ans de guerre. Au moment du procès des assassins de Yingen, je participais aux audiences et avant ces séances, on devait attendre. Et dans la file d'attente, j'ai entendu une phrase d'un Kaldosh qui disait « Ça fait longtemps que je n'ai pas senti du Kanak ». On ne peut plus l'accepter. Le colonialiste a frappé dans sa main son drapeau, le Kanak crie sa liberté. Vive, vive la Kanaki, abat la répression. Vive, vive la Kanaki, abat la répression. Quatre coins de la Kanaki, combien sont-ils tombés sous les jeux de l'ennemi? Combien sont-ils tombés? Cette justice qui est rendue là-bas est rendue en notre nom. Et par conséquent, nous, les Français, au nom de qui on rend cette justice, nous avons parfaitement le droit et même le devoir de récuser la façon dont elle est exercée.